l'insomnia. Des histoires pour s'endormir paisiblement. Je m'appelle Léo et je suis insomniaque depuis que je me souvienne. Les nuits ne sont pas pour moi un temps de repos, mais un vaste territoire à explorer. Pendant des années, j'ai erré dans ma chambre, dans mon appartement, dans les rues désertes de ma ville, cherchant désespérément le sommeil qui me fuyait. Tout a changé la nuit où j'ai trouvé le carnet. Il était dans la boîte aux lettres, sans adresse, sans expéditeur. Un carnet de cuir usé, aux pages épaisses et légèrement jaunies. Sur la première page, une seule phrase écrite d'une encre argentée qui semblait briller dans l'obscurité. Le véritable voyage ne commence pas lorsqu'on part, mais lorsqu'on accepte de se perdre. En dessous, une carte. Pas une carte géographique, mais une carte des heures nocturnes, des territoires du rêve et de l'insomnie. Des lieux aux noms étranges. Le désert des échos oubliés. La forêt qui respire. L'océan des mémoires gelées. Je pensais à une blague, une élaboration artistique. Mais cette nuit-là, alors que je tournais en rond dans mon salon, quelque chose d'étrange se produisit. La lumière de la lune, filtrant à travers la fenêtre, se mit à dessiner sur le sol le même chemin que celui indiqué sur la carte du carnet. Un chemin de lumière argentée qui semblait mener à travers le mur. Je ne suis pas fou. Du moins, je ne le pensais pas. Mais la curiosité fut plus forte que la peur. Je pris le carnet, un stylo, et je suivis le chemin de lumière. Mon premier pas à travers ce qui semblait être un mur solide fut comme traverser une membrane d'eau froide. Une sensation de picotement sur toute la peau, puis l'obscurité totale. Non, pas totale. Une obscurité peuplée de lumières minuscules, comme des étoiles souterraines. Je me retournai, mon salon avait disparu. À sa place, un paysage de dunes sombres sous un ciel violet constellé d'étoiles inconnues. L'air sentait l'ozone et la pierre froide. Le silence était si profond que j'entendais le sang battre dans mes oreilles. Je tombais à genoux, tremblant. J'étais perdu, terrifié. Puis je me souvins du carnet dans mes mains. Je l'ouvris à la première page vierge et écrivis d'une main tremblante « Je ne sais pas où je suis. Je ne sais pas si je rêve. Mais si c'est un rêve, c'est le plus réel que je n'ai jamais vécu. Le désert semble s'étendre à l'infini. Les étoiles ne sont pas celles que je connais. Je respire. Je suis vivant. C'est tout ce qui compte pour l'instant. » À mesure que les mots s'inscrivaient sur la page, une étrange paix m'envahit. La peur ne disparut pas, mais elle devint gérable. Je me relevai, regardai l'horizon où se découpait une silhouette montagneuse et commençai à marcher. Je ne savais pas encore que ce premier pas dans les ténèbres allait devenir le début d'un voyage à travers 20 royaumes nocturnes. Je ne savais pas que chaque nuit, lorsque le monde diurne s'endort, d'autres mondes s'éveillent. Des mondes tissés à partir des rêves, des cauchemars, des espoirs et des peurs de l'humanité. Je ne savais pas que j'étais devenu le voyageur nocturne. Mais je le sais maintenant. Et je vais vous raconter mon histoire. Chaque chapitre de ce récit correspond à un carnet que j'ai rempli au cours de mes pérégrinations. Chaque page est un fragment de ces mondes que j'ai traversés, des créatures que j'ai rencontrées, des mystères que j'ai effleurés. Prenez place. La nuit est longue et l'histoire ne fait que commencer. Chapitre 1. Le désert des échos oubliés. Le désert s'étendait à perte de vue.
un océan de sable noir qui absorbait la lumière des étoiles. Je marchais, depuis ce qui me sembla des heures, guidé seulement par une lueur lointaine à l'horizon. Mon premier constat fut que le temps ne semblait pas s'écouler normalement ici. Ma montre s'était arrêtée au moment où j'avais franchi le seuil. Le ciel, d'un violet profond, ne changeait pas. Pas de lever de soleil en vue. Après une éternité de marche, je commençais à entendre des murmures. D'abord faiblement, comme un vent lointain, puis plus distinctement. Des fragments de phrases, des rires étouffés, des soupirs. Je t'aimerai toujours. Promets-moi de ne pas oublier. C'était un mardi, je me souviens. Je m'arrêtais, scrutant l'obscurité. Qui est là? Les voix se turent. Puis du sable à mes pieds, une forme commença à émerger. Ce n'était pas une personne, mais plutôt une silhouette de brume, vaguement humaine. Elle n'avait pas de visage, seulement une forme qui ondulait comme une flamme. « Tu entends les échos », dit la forme, d'une voix qui semblait venir de partout et nulle part à la fois. L'écho de quoi? Des souvenirs oubliés, des promesses brisées, des mots jamais prononcés. Tout ce qui a été pensé avec assez de force laisse une trace ici. La forme, je l'appellerai l'écho, m'expliqua la nature de ce désert. Chaque grain de sable noir contenait un fragment de mémoire humaine perdue. Les souvenirs trop douloureux à garder, les secrets trop lourds à porter, les rêves abandonnés, tout finissait ici, se dissolvant lentement en poussière silencieuse. « Pourquoi suis-je ici ?» demandai-je. « Tu as été appelé. Peu d'humains peuvent traverser les seuils. Ceux qui le peuvent sont soit des rêveurs puissants, soit des insomniaques profonds. Toi, tu es les deux. » L'écho m'offrit un choix. Je pouvais continuer mon chemin à travers le désert, au risque de me perdre dans les souvenirs des autres, ou je pouvais chercher mon propre écho, le souvenir que j'avais peut-être laissé ici, sans le savoir. Chaque voyageur laisse une trace, murmura l'écho. Cherche la tienne, elle te guidera vers la sortie. Je passais ce qui me sembla des jours à errer dans le désert, écoutant les fragments de vie passée. J'entendis la dernière pensée d'un soldat mourant, le premier amour secret d'une vieille femme, le regret d'un père qui n'avait jamais dit « je t'aime » à son fils. Puis une nuit, bien qu'il n'y eût pas de nuit et de jour distincts, j'entendis ma propre voix. Je ne serai jamais assez. Le fragment était incomplet, mais je me souvins. J'avais 7 ans. Je venais de rater une audition pour le spectacle de l'école. Je m'étais caché dans le placard et j'avais murmuré ces mots dans l'obscurité. J'avais complètement oublié cet instant. Mon écho m'apparut alors, une version miniature de moi-même, transparente, les yeux baissés. Il ne disait rien, simplement répétait le geste de se cacher le visage dans les mains. « Que dois-je faire ?» demandai-je à l'écho qui m'avait accompagné. « Accepte-le, reconnais-le, c'est une partie de toi. Les souvenirs ne nous quittent jamais vraiment, ils se transforment. » Je m'agenouillai devant mon écho d'enfant. « Ce n'est pas vrai, » dis-je doucement. « Tu es assez. Nous sommes assez. » L'écho leva la tête, me regarda un instant, puis sourit faiblement avant de se dissoudre en une pluie de paillettes argentées qui s'élevèrent vers le ciel violet. À l'endroit où il avait disparu, un chemin de pierres lumineuses apparut dans le sable. « Suis-le », dit l'écho. « Il te mènera à la lisière de la forêt. Mais souviens-toi, voyageur, chaque lieu que tu traverseras te demandera un prix. Ici, c'était la reconnaissance d'une partie oubliée de toi-même. »
je suivis le chemin de pierre, notant tout dans mon carnet. La texture du sable, froid, presque humide, la qualité de la lumière, sans ombre portée, les étranges constellations qui tournaient lentement au-dessus de moi. À l'horizon, les dunes noires cédèrent progressivement la place à une lisière d'arbres au tronc blanc comme de l'os. La forêt qui respire m'attendait. Avant de quitter le désert, je me retournai une dernière fois. L'écho était toujours là, une silhouette brumeuse sur la dune la plus proche. « Reviendrai-je ici un jour ?» criai-je. « Tous les chemins de la nuit finissent par se croiser. » répondit la voix portée par un vent qui ne soufflait pas. « Bonne route, voyageur. » Je franchis la lisière et la température changea brusquement. L'air sec du désert fit place à une humidité chaude, chargée du parfum de la terre et de la végétation en décomposition. Mon premier voyage était terminé. Le deuxième commençait. Chapitre 2. La forêt qui respire. La forêt était vivante d'une manière que je n'avais jamais imaginée. Les arbres, des géants au tronc blanc lisse, se déplaçaient lentement, imperceptiblement. Ce n'était pas un déplacement physique, mais plutôt une impression de mouvement, comme si la forêt tout entière respirait. Chaque inspiration durait plusieurs minutes, pendant lesquelles les branches s'élevaient doucement, les feuilles, d'un vert si sombre qu'elles paraissaient noires, frémissaient, et un murmure profond parcourait le sol sous mes pieds. Chaque expiration était un soupir qui faisait trembler les fougères géantes. Je marchais depuis un moment, suivant un sentier à peine visible de mousse phosphorescente, quand je remarquai les lumières. De petites sphères bleu pâle flottaient entre les arbres, descendant parfois pour effleurer une fleur ou une feuille avant de remonter vers la canopée. L'une d'elles s'approcha de moi. En la regardant de plus près, je vis qu'il ne s'agissait pas d'une simple lumière, mais d'une créature. Un être fait de lumière pure, avec des formes vaguement humanoïdes, mais sans traits distincts. Elle tourna autour de moi, curieuse. « Bonjour » dis-je doucement. La créature émit un son de clochette, puis s'éloigna. Je la suivis. Elle me conduisit à une clairière où des dizaines d'autres lumières similaires dansaient en cercle autour d'un arbre particulièrement imposant. Cet arbre était différent des autres. Son tronc n'était pas blanc, mais d'un gris argenté, et à sa base s'ouvrait une cavité qui ressemblait à une porte. De l'intérieur filtrait une lumière chaude et dorée. Une forme émergea de l'arbre. Celle-ci était solide, tangible. Une femme, du moins elle en avait la forme, vêtue d'une robe faite de feuilles vivantes qui changeaient de couleur selon son humeur. Ses cheveux étaient des lianes argentées, et ses yeux étaient comme des morceaux de ciel nocturne, pleins d'étoiles. « Tu es le nouveau voyageur, » dit-elle. Sa voix était comme le vent dans les feuilles, douce et grave à la fois. « Je m'appelle Léo. Je suis Sylva, la gardienne de la forêt qui respire. » Elle s'approcha et je sentis une chaleur bienveillante émaner d'elle. « Tu cherches le chemin vers la cité des horloges silencieuses. Comment le sais-tu ? » La forêt me l'a dit. Les arbres communiquent entre eux et leurs racines s'étendent loin, très loin. Ils savent beaucoup de choses. Elle fit un geste et une des lumières bleues vint se poser sur sa main. Ces esprits sylvestres t'ont guidé jusqu'à moi parce que tu as besoin d'aide. Quelle aide ? La forêt n'est pas un simple passage, c'est un être vivant et il exige un échange. Pour traverser jusqu'à l'autre côté, tu dois donner quelque chose en retour. Je pensais à ce que l'écho m'avait dit dans le désert. Chaque lieu aurait son prix. Que dois-je donner ? Sylva sourit et les feuilles de sa robe devinrent dorées. Pas quelque chose que tu possèdes, quelque chose que tu es. Un souvenir,
une émotion, un fragment de ton âme. La forêt se nourrit des expériences humaines. Elle m'expliqua que chaque voyageur qui traversait la forêt laissait une partie de lui-même, et en retour, la forêt lui offrait une bénédiction, une capacité, un talent, une compréhension nouvelle. Choisis avec sagesse, conseilla-t-elle. Ce que tu donnes déterminera ce que tu recevras. Je réfléchis longtemps, assis au pied de l'arbre argenté tandis que les esprits sylvestres dansaient autour de moi. Finalement, je décidai. Je donne ma peur de l'obscurité, dis-je. Depuis l'enfance, j'ai toujours eu peur du noir. C'est peut-être pour ça que je suis insomniaque. Je veux m'en débarrasser. Sylva hocha la tête, les yeux pleins de compréhension. C'est un don précieux pour la forêt. La peur est une émotion puissante. En échange, la forêt t'offrira la capacité de voir dans l'obscurité. Pas seulement l'obscurité physique, mais l'obscurité des cœurs, des intentions cachées. Le rituel fut simple. Sylvain me conduisit au centre de la clairière où poussait une fleur étrange aux pétales noirs et argent. Place ta main sur la fleur et pense à ta peur. Visualise-la, donne-lui une forme, puis laisse-la partir. Je fermai les yeux et obéis. Je revis toutes les nuits d'enfance passées à regarder anxieusement les ombres dans ma chambre, les moments où j'avais allumé toutes les lumières de la maison, les sueurs froides lorsque l'obscurité semblait palpable. La fleur sous ma main se mit à briller d'une lumière violette. Une sensation de chaleur parcourut mon bras, puis mon corps tout entier. C'était comme si un poids que je portais depuis toujours se dissolvait. Quand j'ouvris les yeux, la fleur avait changé. Ses pétales étaient maintenant d'un violet profond et elle émettait une douce lueur. « C'est fait », murmura Sylvain. « Regarde autour de toi. » Je regardais. La forêt était toujours la même et pourtant différente. Je pouvais voir des détails que je n'avais pas remarqués auparavant. Les motifs complexes sur les écorces, les veines minuscules dans les feuilles, les particules de lumière dansant dans l'air. Mais plus étrange encore, je pouvais voir les émotions des esprits sylvestres, leur curiosité bleue, leur joie jaune, leur calme vert. La bénédiction mettra un peu de temps à s'ajuster, dit Sylva, mais tu verras, elle te sera utile dans tes voyages. Elle me donna ensuite des instructions pour traverser le reste de la forêt. Suis le chemin de mousse, ne t'en écarte pas, même si tu entends des voix qui t'appellent. La forêt peut être trompeuse pour ceux qui ne la respectent pas. Je la remerciai et repris ma route. La traversée dura plusieurs cycles de respiration de la forêt. J'avais appris à mesurer le temps ainsi. Je vis des choses merveilleuses, des arbres qui chantaient doucement lorsque le vent passait à travers leurs branches creuses, des fleurs qui s'ouvraient pour révéler de minuscules mondes en miniature, des ruisseaux dont l'eau avait le goût des souvenirs heureux. Je fus également tenté. Plusieurs fois, j'entendis des voix familières m'appeler depuis les profondeurs de la forêt. Une fois, ce fut la voix de ma mère, morte depuis 10 ans. Une autre fois, celle de mon meilleur ami. Je me souvins des avertissements de Sylva et restai sur le chemin. Finalement, les arbres commencèrent à s'éclaircir. L'air changea, devenant plus sec, plus froid. Devant moi s'étendait une plaine grise et au loin, je distinguais les silhouettes d'une cité aux tours élancées. La cité des horloges silencieuses. Avant de quitter la forêt, je me retournai. Sylva était là, debout à la lisière, ses cheveux lianes argentés brillant faiblement dans l'obscurité. « Ton voyage ne fait que commencer, Léo, » dit-elle, sa voix portée par le vent. « Souviens-toi, ce que tu vois n'est pas toujours ce qui est, et ce qui est silencieux n'est pas toujours vide. » Je hochai la tête, notai ces paroles dans mon carnet et franchis la limite entre la forêt et la plaine.
La température chuta brusquement. L'air humide et chaud de la forêt fut remplacé par un froid sec qui me fit frissonner. Devant moi, la cité attendait, silencieuse, immobile, comme retenant son souffle. Chapitre 3. La cité des horloges silencieuses. La cité des horloges silencieuses se dressait devant moi, irréelle dans la lumière grise perpétuelle qui baignait ce lieu. Ses tours élancées s'élevaient jusqu'à se perdre dans une brume haute, et sur chaque tour, chaque bâtiment, chaque édifice, des horloges étaient fixées. Des milliers, des millions d'horloges, de toutes les formes et de toutes les tailles, horloges à cadran romain, horloges digitales, sabliers, clepsydres, horloges astronomiques complexes. Mais toutes avaient un point commun, elles étaient arrêtées. Je m'approchais de l'entrée principale, une immense arche de pierre grise sur laquelle était gravé « Ici, le temps a choisi de se souvenir ». Au-delà de l'arche, des rues parfaitement droites s'étendaient, bordées de bâtiments aux architectures variées, certains gothiques, d'autres art déco, d'autres futuristes, mais tous silencieux, tous immobiles. Je franchis le seuil. Le silence était si profond qu'il en devenait palpable, comme une couche épaisse de coton qui étouffait tout son. Pourtant, la cité n'était pas vide. Des formes humaines figées peuplaient les rues, les places, les cafés. Des hommes, des femmes, des enfants, tous parfaitement immobiles, comme pétrifiés au milieu d'une action. Une femme tenant une tasse de café à mi-chemin de ses lèvres. Un enfant courant après un ballon qui flottait, inexplicablement suspendu dans l'air. Deux amis éclatant de rire, bouche grande ouverte, mais sans un son. Je m'approchais de l'une de ces statues vivantes, un vieil homme assis sur un banc, regardant un journal qui ne bougeait pas. Son visage était ridé, ses yeux grands ouverts mais sans regard. Je passai ma main devant ses yeux. Aucune réaction. « Ne les touche pas !» La voix me fit sursauter, elle venait de derrière moi. Je me retournai et vis un homme normal qui bougeait, vêtu d'un costume démodé, avec une moustache soignée et un chapeau melon. Il tenait à la main une petite horloge de poche qu'il consultait sans cesse, bien que ses aiguilles ne bougent pas. « Je m'appelle Chronos, dit-il. Je suis le gardien du temps arrêté. Et toi, tu es le voyageur. » « Comment savez-vous ? Tu bouges, tu respires, tu regardes autour de toi avec curiosité. Les habitants de cette cité ont choisi l'immobilité. Ils sont piégés dans le moment parfait, celui qu'ils ne voulaient jamais voir se terminer. Il m'expliqua alors la nature de ce lieu. La cité des horloges silencieuses était un refuge pour ceux qui voulaient échapper au flux du temps. Des gens qui, à un moment de leur vie, avaient connu un instant si parfait, si précieux, qu'ils avaient souhaité qu'il dure pour toujours. La cité leur avait offert ce vœu, au prix de leur mobilité et de leur capacité à changer. Chaque horloge représente un habitant, dit Chronos en désignant une tour couverte de cadrans. Lorsqu'ils sont entrés ici, leur temps personnel s'est arrêté. Ils vivent éternellement dans leur moment parfait, mais ils ne peuvent plus en sortir. Et vous, pourquoi n'êtes-vous pas figés ? Chronos sourit tristement. Je suis le gardien. J'ai fait le choix de rester mobile pour accueillir les nouveaux venus et les voyageurs comme toi. Mais c'est un fardeau. Je vois tout se répéter éternellement, sans jamais avancer. Il me guida à travers les rues silencieuses, me montrant des scènes de vie arrêtées. Un mariage où la mariée souriait éternellement, une fête d'anniversaire avec des ballons suspendus dans l'air, une réunion de famille autour d'une table chargée de plats qui ne refroidissaient jamais. « Quel est le prix pour traverser ce lieu ?» demandai-je, me souvenant des règles des royaumes précédents. Chronos s'arrêta devant une grande place centrale où une horloge astronomique complexe couvrait tout un bâtiment.
Le temps est une monnaie ici. Pour avancer, tu dois donner du temps. Pas du temps futur, mais du temps passé. Un souvenir, un moment de ta vie qui sera effacé de ta mémoire. Le prix me parut particulièrement cruel. Perdre un souvenir, quelque chose que j'avais vécu. Chaque voyageur qui passe ici laisse un moment de son passé, continua Cronos. Ces moments alimentent la cité, maintiennent l'illusion du temps arrêté. Sans ces donations, tout s'effondrerait. Et si je refuse ? Alors tu resteras ici, figé à ton tour, dans le moment où tu auras refusé. Ce serait ton instant parfait éternel, l'instant de l'indécision. Je réfléchis longuement, assis sur les marches de l'horloge astronomique, tandis que Cronos vérifiait sans cesse sa montre arrêtée. Quel souvenir pouvais-je abandonner ? Chacun me semblait précieux. Finalement, je fis mon choix. Je donne le souvenir de ma première dispute avec mon meilleur ami, dis-je. Nous avions 15 ans. Nous nous sommes disputés pour une fille. Nous avons dit des choses blessantes. Puis nous nous sommes réconciliés et notre amitié en est sortie plus forte. Mais la douleur de cette dispute, je peux m'en séparer. Cronos hocha la tête. Un bon choix, un souvenir douloureux mais fondateur. La cité s'en nourrira bien. Il me conduisit à une petite chapelle latérale où se trouvait une horloge particulière. Son cadran était vide, sans chiffres, sans aiguille. Place ta main sur le verre et pense à ce souvenir. Visualise-le dans tous ses détails, puis laisse-le être absorbé par le cadran. Je fermai les yeux, je revis la scène, la chambre de mon ami, la lumière de l'après-midi filtrant à travers les stores, nos voix qui montaient, les accusations, la colère, les larmes, puis la réconciliation maladroite, les excuses, la promesse de ne plus jamais laisser une fille venir entre nous. Une sensation de chaleur parcourut ma main. Quand j'ouvris les yeux, le cadran de l'horloge n'était plus vide. Une scène miniature y était gravée. 2 garçons se serrant la main, leur visage flou mais reconnaissable. Le souvenir est maintenant préservé ici, murmura Cronos. Tu ne t'en souviendras plus, mais il continuera d'exister dans la cité. Je sentis effectivement un vide dans ma mémoire, comme une page arrachée à un livre. Je savais qu'il manquait quelque chose, mais je ne pouvais plus me rappeler quoi exactement. En échange, dit Cronos, la cité t'offre la capacité de percevoir les moments parfaits des autres. Tu pourras voir, en un regard, l'instant qu'une personne chérit le plus, celui qu'elle voudrait voir durer éternellement. Nous quittâmes la chapelle. Alors que nous traversions à nouveau la cité, je regardais les habitants figés et vis effectivement une lueur autour d'eux, une aura qui montrait leur moment parfait. Pour la femme avec la tasse de café, c'était le goût du premier café du matin partagé avec son mari disparu. Pour l'enfant courant après le ballon, c'était la sensation de liberté absolue sans souci ni devoir. « Comment quitter cette cité ?» demandai-je. « Tu dois trouver l'horloge qui marque l'heure de ton départ, » répondit Cronos. « Elle est différente pour chaque voyageur. Cherche l'horloge dont les aiguilles bougent quand tu t'en approches. » Je passais ce qui me sembla des heures à errer dans la cité, examinant des milliers d'horloges. Toutes restaient obstinément immobiles. Puis, dans un petit parc à l'écart des avenues principales, je trouvai une horloge solaire. Alors que je m'en approchais, l'ombre du gnomon bougea imperceptiblement. « Voici ta porte de sortie, » dit Cronos, qui m'avait suivi. « Règle l'heure à minuit, l'heure du passage entre les mondes. » Je fis tourner le cadran jusqu'à ce que l'ombre indique minuit.
L'air autour de l'horloge se mit à vibrer et une porte de lumière apparut dans le vide. « Avant de partir, dit Cronos en me retenant par le bras, sache ceci, le temps n'est pas un ennemi, il est le flux qui donne un sens à nos vies. Ces gens, il désigna la cité d'un geste large, croient avoir trouvé le bonheur dans l'éternité, mais ils ont en réalité choisi la mort. Sans changement, sans progression, il n'y a pas de vie. » Je hochai la tête, notant ces paroles dans mon carnet. « Merci, Cronos. Bon voyage, Léo. Et souviens-toi, chaque moment est précieux précisément parce qu'il ne dure pas. » Je franchis la porte de lumière. Une sensation de froid intense m'envahit, si différent du climat tempéré de la cité. Quand mes yeux s'habituaient à la nouvelle lumière, je me trouvais sur une étendue de glace à perte de vue, sous un ciel vert pâle, où dansent des aurores boréales silencieuses. L'océan des mémoires gelées. Je sortis mon carnet et écrivis, mes doigts engourdis par le froid, « Le temps est une rivière qui coule dans une seule direction. Ceux qui tentent de l'arrêter se condamnent à ne plus jamais être surpris, à ne plus jamais grandir. Je préfère le flux, même avec ses pertes et ses douleurs. » Chapitre 4. L'océan des mémoires gelées. Le froid était la première chose que je remarquais. Un froid qui pénétrait les os, qui mordait la peau, qui faisait craquer l'air à chaque respiration. Je me trouvais sur une immense étendue de glace bleutée, si transparente par endroits que je pouvais voir des profondeurs obscures en dessous. Au-dessus, un ciel vert pâle, où dansaient des rideaux de lumière aurorale, silencieux comme tout semblait l'être ici. Je commençais à marcher, mes pas résonnaient étrangement sur la glace. Au bout d'un moment, je remarquais des formes emprisonnées dans la glace, des visages, des mains, des objets. Plus je marchais, plus ces inclusions étaient nombreuses. Des scènes entières étaient figées sous la surface, une famille à table, un couple s'embrassant, un enfant jouant avec un chien. Soudain, la glace sous mes pieds craqua. Je m'immobilisai, le cœur battant. Le craquement se propagea, formant un réseau de fissures qui brillèrent d'une lumière bleue. Puis, à quelques mètres devant moi, la glace se souleva et se brisa, et une créature en émergea. Elle était faite de glace vive, avec des formes vaguement féminines, mais translucides, comme sculptées dans un glacier. Ses yeux étaient deux profondeurs bleues sombres, et lorsqu'elle parla, sa voix était le craquement de la glace et le murmure du vent sur la banquise. « Tu es le voyageur, dit-elle. Je suis Glacia, la gardienne des mémoires gelées. »« Quel est cet endroit ?» demandai-je, mes dents claquant de froid. « Cet océan est le dépôt des souvenirs que les êtres veulent oublier mais ne peuvent détruire. Les trahisons, les humiliations, les échecs cuisants, les moments de honte. Au lieu de les laisser pourrir dans l'esprit, certains les confient aux glaces éternelles. » Elle expliqua que chaque inclusion dans la glace représentait un souvenir douloureux qui avait été donné à l'océan. La glace les préservait, les empêchant de nuire à ceux qui les avaient vécus, mais aussi les empêchant d'être véritablement guéris ou intégrés. Pour traverser l'océan, dit Glacia, tu dois donner un de tes souvenirs gelés, quelque chose que tu as tenté d'oublier mais qui continue de te hanter. Je regardais les visages figés dans la glace autour de moi. Certains exprimaient la douleur, d'autres la honte, d'autres la colère. Tous étaient parfaitement préservés, comme s'ils venaient d'être vécus. Et si je ne veux pas donner un souvenir, alors tu rejoindras ceux qui errent sur la glace, devenant peu à peu transparents, jusqu'à n'être plus qu'un souvenir toi-même, figé pour l'éternité.
Je passais du temps à errer sur l'océan gelé, examinant les souvenirs des autres. Je vis un homme pleurer silencieusement, figé dans le moment où il avait appris la mort de son enfant. Une femme tournant le dos à quelqu'un, son visage durci par la colère. Un adolescent baissant la tête sous les moqueries de ses pairs. Finalement, je trouvais le souvenir que je voulais donner, celui que je portais depuis des années, que j'avais tenté d'enterrer au plus profond de moi-même. Je donne le souvenir du jour où j'ai abandonné ma passion pour la musique, dis-je à Glaciaire. J'avais 18 ans. Mon professeur m'avait dit que je n'avais pas assez de talent pour en faire mon métier. Au lieu de persévérer, j'ai rangé mon violon et je n'y ai plus jamais touché. Chaque fois que j'entends de la musique classique, cette honte me revient. Glacia inclina la tête et des cristaux de glace tintèrent dans ses cheveux. Un bon choix. Un renoncement est une mort intérieure. En le donnant à l'océan, tu libères l'énergie qui était utilisée pour le maintenir enfoui. Elle me conduisit à un endroit où la glace était particulièrement pure, sans aucune inclusion. Place tes mains sur la glace et pense à ce souvenir. Laisse-le couler de toi dans la glace. Je m'agenouillais. Le froid de la glace brûlait mes paumes, mais je maintiens le contact. Je revis la scène, la salle de pratique, mon professeur secouant la tête, les mots « pas assez bons », la sensation de mon cœur qui se brisait, la décision de tout abandonner. La glace sous mes mains devint trouble, puis une image commença à se former. Moi, plus jeune, tenant un violon, les épaules voûtées par la déception. L'image se solidifia, puis s'enfonça lentement dans les profondeurs. Quand je retirai mes mains, la glace était redevenue lisse et claire. En échange, dit Glacia, l'océan t'offre la capacité de voir les regrets des autres. Non pas pour les juger, mais pour comprendre que chaque être porte ses propres fardeaux. Cette compréhension t'aidera dans tes voyages. Nous continuâmes à travers l'océan gelé. Glacia me montra des phénomènes étranges, des courants de mémoire qui coulaient sous la glace, visibles comme des veines de lumière bleue. Des icebergs qui contenaient des souvenirs si massifs qu'ils formaient des paysages entiers, des créatures de glace qui nageaient dans les profondeurs, s'occupant des souvenirs comme des archivistes cosmiques. Comment quitter ce lieu ? Demandai-je, après ce qui me sembla des jours de marche. Tu dois trouver ton propre souvenir gelé, répondit Glacia. Celui que tu viens de donner est maintenant ici quelque part. Trouve-le, regarde-le une dernière fois, et puis laisse-le derrière toi. L'endroit où il repose deviendra ton passage vers le prochain royaume. La recherche fut longue. L'océan était immense et les souvenirs innombrables. Mais grâce à la nouvelle perception que l'océan m'avait donnée, je pouvais sentir une faible connexion avec mon propre souvenir, comme un fil invisible qui me tirait dans une direction. Finalement, je le trouvais. Il était profondément enfoui dans la glace, à plusieurs mètres sous la surface. Je me couchais sur la glace pour mieux voir. Là, dans les profondeurs bleutées, ma forme plus jeune tenait toujours son violon, mais quelque chose avait changé. L'expression sur mon visage n'était plus celle de la honte, mais de l'acceptation. « Les souvenirs évoluent même ici », murmura Glacia derrière moi. « L'océan ne les gèle pas dans leur état brut, mais les transforme doucement, leur permettant de mûrir, de se réconcilier avec eux-mêmes. » Je regardais mon souvenir une dernière fois, puis me relevai. Je suis prêt à partir. À l'endroit exact où se trouvait mon souvenir, la glace commença à fondre, formant un trou parfaitement circulaire. De l'eau noire et calme apparut. « Saute, » dit Glacia, « l'eau te transportera vers le prochain royaume. Mais attention, tu ne contrôleras pas la destination. L'océan décide où tu as besoin d'aller. » Je pris une profonde inspiration, serrai mon carnet dans sa pochette étanche, je ne sais pas pourquoi je savais qu'elle était étanche, mais j'en étais certain, et sautai.
L'eau était d'un froid brûlant. Je coulais rapidement, mais au lieu de paniquer, je me laissais porter. Des images défilaient autour de moi, des fragments de souvenirs d'autres personnes, des émotions flottant comme des méduses lumineuses. Puis la lumière changea, devint plus chaude, plus dorée, et je fus projeté vers le haut. Je jaillis à la surface dans ce qui semblait être un lac de montagne. Autour de moi, des pics majestueux s'élevaient vers un ciel crépusculaire. L'air était vif et mince. Les montagnes des rêves brisés. Je nageais jusqu'à la rive et m'effondrais sur un lit de mousse douce. Mon carnet était sec comme par magie. Je l'ouvris et écrivis « On ne guérit pas en oubliant, mais en transformant. Ce que j'ai laissé dans l'océan n'est plus une honte, mais simplement un moment de mon passé. Je commence à comprendre. Ces royaumes ne sont pas des pièges, mais des étapes de guérison. » Chapitre 5. Les montagnes qui m'entouraient étaient d'une beauté à couper le souffle, mais d'une beauté mélancolique. Leurs pics déchiquetés semblaient raconter des histoires de chute et d'ascension interrompues. La lumière crépusculaire qui baignait le paysage donnait à tout une teinte dorée et triste à la fois. Je me relevai et commençai à suivre un sentier qui serpentait le long du lac. La végétation était étrange, des arbres aux branches tordues comme des membres souffrants, des fleurs aux pétales brisés mais délicatement reconstituées avec des fils de lumière, des rochers qui portaient des empreintes de mains à différentes hauteurs, comme si d'innombrables grimpeurs avaient tenté l'ascension. Au bout d'un moment, je rencontrai un vieil homme assis sur un rocher, taillant un morceau de bois. Il avait une barbe longue et blanche, et ses yeux brillaient d'une sagesse fatiguée. « Bienvenue dans les montagnes des rêves brisés », dit-il sans lever les yeux. « Je suis Aethel, le gardien des ascensions inachevées. Quel est ce lieu ? demandai-je. C'est là que viennent les rêves qui n'ont jamais été réalisés, les ambitions abandonnées, les projets jamais menés à terme, les potentialités non actualisées. Chaque pic, chaque vallée, chaque caillou sur ce sentier représente un rêve qui a été brisé avant d'atteindre son sommet. Il me montra du doigt les montagnes environnantes. Vois-tu ce pic là-bas, avec la face sud escarpée ? C'était le rêve d'un écrivain qui voulait écrire le roman de sa vie, mais qui est mort avant de terminer le premier chapitre. Et cette vallée profonde, le rêve d'amour de deux êtres que les circonstances ont séparés. Je regardais autour de moi avec une nouvelle compréhension. La mélancolie du lieu n'était pas due à la laideur, mais à la beauté inachevée. Tout était magnifique, mais d'une manière qui donnait l'impression d'être interrompu au plus beau moment. Pour traverser ces montagnes, dit Ethel en terminant sa sculpture, c'était un oiseau aux ailes à moitié déployées, tu dois donner un de tes rêves brisés, quelque chose que tu as voulu accomplir mais que tu as abandonné en cours de route. Je réfléchis. Après avoir abandonné la musique, j'avais eu d'autres rêves, d'autres ambitions que j'avais laissées tomber. Le voyage autour du monde que je n'avais jamais fait, le livre que je voulais écrire, la relation que je n'avais pas su préserver. Je donne le rêve de fonder une famille, dis-je finalement. Quand j'étais plus jeune, je voulais des enfants, mais les relations échouaient les unes après les autres, et avec le temps, j'ai abandonné ce rêve. Maintenant, à 40 ans, je crois qu'il est trop tard. Ethel hocha la tête, un geste lent et lourd de compassion. Un rêve commun, mais non moins douloureux à abandonner. Ici, il trouvera sa place parmi les autres. Il me conduisit à un atelier à flanc de montagne, rempli d'outils de sculpteurs et de matériaux divers, bois, pierre, argile, métal. Choisis un matériau et donne une forme à ton rêve brisé. Pas ce qu'il aurait dû être, mais ce qu'il est devenu dans ton cœur. Je choisis l'argile. Je m'assis et commençai à modeler. Mes mains semblaient savoir ce qu'elles faisaient,
comme si le souvenir du rêve guidait leurs mouvements. Je formais une maison, mais avec seulement 3 murs. Un arbre généalogique, avec des branches qui s'arrêtaient brusquement. Un berceau vide. Quand j'eus terminé, Ethel examina ma sculpture. Bien. Elle capture l'essence de l'inachevé. Maintenant, place-la dans la niche là-bas. Il désignait une paroi rocheuse où des centaines de niches abritaient des sculptures similaires, toutes des représentations de rêves brisés. Je plaçai ma création dans une niche vide. À peine l'eus-je fait que la sculpture se mit à briller d'une faible lumière intérieure. En échange, dit-elle, les montagnes t'offrent la capacité de voir le potentiel inachevé dans les choses et les personnes. Tu pourras percevoir non seulement ce qui est, mais ce qui aurait pu être, et ce qui pourrait encore être si on y mettait de l'énergie. Nous entreprîmes alors l'ascension. Ethel me guida à travers des sentiers périlleux, des ponts de cordes au-dessus de gouffres, des grottes qui traversaient la montagne de part en part. Partout, je voyais les traces des rêves brisés, des escaliers qui menaient nulle part, des jardins soigneusement entretenus mais vides de jardiniers, des bibliothèques avec des étagères à moitié remplies. « Comment les rêves viennent-ils ici ?» demandai-je, tandis que nous nous reposions sur un col entre 2 pics. « Ils viennent de plusieurs manières, » expliqua Ethel. « Parfois, quand une personne abandonne consciemment un rêve, un écho de ce rêve se matérialise ici. D'autres fois, c'est la mort qui brise un rêve avant son accomplissement. Et parfois, il soupira, parfois ce sont des rêves qui ont été volés, par la société, par les circonstances, par la malchance. Je pensais à tous les gens que je connaissais qui avaient dû abandonner leurs rêves pour des raisons pratiques, l'argent, les responsabilités familiales, la pression sociale. Est-ce qu'ils peuvent être récupérés, ces rêves ? Ethel me regarda intensément. C'est la question la plus importante que tu pourrais poser. Certains le peuvent, si la personne qui les a perdus retrouve le courage de les poursuivre. D'autres sont brisés au-delà de toute réparation. Mais même ceux-là ont de la valeur, car ils font partie de la tapisserie de l'expérience humaine. Nous atteignîmes finalement le sommet de la plus haute montagne. De là, je pouvais voir tous les royaumes que j'avais traversés. Au loin, la lueur violette du désert des échos oubliés, la masse sombre de la forêt qui respire, les tours grises de la cité des horloges silencieuses, l'étendue bleutée de l'océan des mémoires gelées. Et devant moi, de nouveaux paysages attendaient. « Voici ton passage », dit Ethel, en désignant un pont de pierre qui s'étirait depuis le sommet vers un nuage doré stationnaire. Le pont mène au jardin des étoiles tombées, mais avant de partir, je dois te donner un avertissement. Lequel ? Dans les royaumes que tu vas traverser, tu rencontreras d'autres voyageurs. Certains te voudront du bien, d'autres non. Certains seront piégés, d'autres seront devenus une partie du paysage. Sois prudent. Et souviens-toi, chaque royaume te transforme, mais tu gardes ton libre arbitre. Ne l'oublie jamais. Je le remerciai et m'engageai sur le pont. La pierre était ancienne, usée par des milliers de pas. À mi-chemin, je me retournai. Ethel était toujours au sommet, une silhouette sombre contre le ciel crépusculaire. Il leva la main en signe de revoir. Le pont menait directement dans le nuage doré. Quand j'y pénétrai, la sensation fut étrange, comme marcher dans de la brume solide. Puis le nuage se dissipa et je me trouvai dans un jardin extraordinaire. Le jardin des étoiles tombées. Des fleurs lumineuses poussaient partout, émettant une douce lumière qui éclairait le crépuscule permanent. Au-dessus, le ciel était constellé d'étoiles, mais certaines semblaient plus proches, comme suspendues juste au-dessus des arbres. En regardant de plus près,
je vis que certaines de ces étoiles étaient en fait des fragments de lumière, prisonniers dans des fleurs en forme de coupe. Je sortis mon carnet et écrivis. Les rêves brisés ne sont pas des échecs. Ce sont des graines qui n'ont pas trouvé le bon sol, des chemins qu'on a choisi de ne pas prendre. En les reconnaissant, en les honorant, on leur donne une dignité. Et peut-être que certains peuvent encore germer, même après des années d'inactivité. Merci d'avoir écouté ce premier tome de l'histoire « Le carnet du voyageur nocturne ». Abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne pas manquer les prochains tomes. Je vous souhaite une bonne nuit. Faites de beaux rêves.